permet et qui, en quelque sorte, ouvre la possibilité qui est, je crois, finalement, historiquement sans précédent, c'est-à-dire la possibilité de considérer l'histoire de la littérature italienne et l'histoire de la littérature en général en inversant en quelque sorte la flèche du temps. C'est-à-dire que l'entreprise de Contini va permettre d'allier le scrupule scientifique du philologue, dont il ne cessera jamais de se réclamer, et en même temps une méthode de lecture métahistorique qui permet en quelque sorte de créer comme une boucle de rétroaction. Et c'est véritablement ce qui ressort en particulier de la contribution de Giuseppe Sangilardi, une boucle de rétroaction entre la distance et la neutralité du philologue, d'une part, et d'autre part, entre la critique littéraire nourrie donc de l'expérience des exercices de lecture contemporaine. Il ne s'agit pas, bien sûr, là encore c'est Giuseppe Sangilardi qui le souligne, cela n'a rien à voir avec quelque chose qui serait comme une conciliation, mettons, entre Croce et Bardi. On n'est pas dans la conciliation. C'est également les contributions médiévales convergent toutes dans ce volume vers cette constatation. Il ne s'agit pas d'une conciliation, mais d'une tension dans laquelle les deux termes, la fameuse bigamie, entretiennent réciproquement, je dirais, l'extraordinaire intelligence des textes, s'entretiennent réciproquement et alimentent l'intelligence des textes de Contini. À cet égard, on est frappé aussi, je trouve, il y a un instant, vous disiez il paraît impensable de réunir des contributions sur Contini qui ne seraient pas en quelque sorte marquées par la densité, l'intensité, le sérieux dont Contini lui-même faisait preuve. Et il me semble que cette condition est réalisée de façon assez troublante dans la mesure où les contributeurs semblent, en quelque sorte, même au niveau stylistique, dans ce volume 10, semblent en quelque sorte comme à leur tour happés par cette espèce de boucle herméneutique, et on retrouve sous leur plume un usage des analogies et un usage, je dirais, de l'écriture herméneutique qui, à certains égards, est proprement continienne. Je voudrais insister sur une dimension qui est absolument inséparable de celle que l'on vient d'évoquer, qui est celle justement de la pédagogie, qui n'est pas simplement chez Contini une sorte de supplément d'âme, hein, mais qui est au cœur de sa pratique, et que les différentes contributions également abordent. Alors c'est une question d'abord éminemment, bien sûr, la question de la pédagogie chez Contini, de l'eros pedagogicus chez Contini, c'est une question éminemment politique et plus largement éthique, et c'est plus exactement effectivement une modalité de l'action politique. Et cette eros pedagogicus s'exprime bien sûr de façon souveraine chez Contini ontologiste, et s'exprime, je dirais, par défaut, c'est ce que fait remarquer dans sa contribution également Donatella Visconti, par certaines abstentions. Hein. En particulier, par exemple, tu
remarque que Contini s'est abstenu finalement de proposer une édition critique des variantes de Pétrarque pour des raisons qui sont celles de la lisibilité, c'est-à-dire ici on aborde finalement une autre tension, je dirais, vivante chez Contini, qui est la tension effectivement entre scientificité et urgence de la transmission et de la pédagogie. Donc il y a évidemment une réalisation absolument remarquable du pédagogue de Contini pédagogue, mais Contini pédagogue, il est aussi d'une certaine façon dans ses abstentions, comme si la nécessité de la lisibilité, en quelque sorte, était une sorte de un petit peu comme le démon de Socrate qui fait dire non à un certain moment, qui du moins disons engage, induit l'abstention dans certaines circonstances. Alors, cette urgence de la pédagogie chez Contini, elle s'exprime, on le disait, dans le projet anthologique, hein, par définition, aussi parce que finalement le projet anthologique, et bien sûr en premier lieu la première grande entreprise anthologique que sont l'édition des rimes chez Einaudi en 1939, le projet anthologique, l'anthologie instaure un champ de force où l'intellect ou l'intelligence continienne en fait fonctionne en sur-régime, c'est-à-dire c'est le projet anthologique chez Contini qui véritablement introduit à côté de l'auteur, Dante, Pétrarque, un autre acteur qui est le lecteur. On se souvient bien sûr que Contini s'auto-définit dans cette fameuse interview Diligenza e voluta comme scrittore in funzione d'altri. Et je pense que cette autodéfinition qui nous dit tout sur Contini en fait, et qui semble d'ailleurs qui est reprise par plusieurs des contributeurs, cette définition, elle est complétée dans le cas de la démarche anthologique par la présence encore d'une autre altérité, hein, qui est celle du lecteur. Tout se passe comme si le déclic heuristique chez Contini advenait simultanément in funzione d'altro, c'est-à-dire à l'occasion du texte d'autrui, à l'occasion du texte et à l'intention de l'autre qu'est le lecteur, hein, à l'occasion de l'autre qu'est l'auteur et à l'intention de l'autre qu'est le lecteur. Et il semble que ce soit, lorsque s'installe cette boucle-là, en quelque sorte, hein, Contini et l'auteur et le lecteur, que l'intelligence continienne, parce que c'est tout de même ce qui est tout à fait impressionnant chez Contini, c'est l'acuité de cette intelligence des textes. Il semble que le terrain, c'est vraiment cet intérêt de Contini pour, à travers bien sûr l'auscultation du texte, avec tous les scrupules de sa formation philologique, mais c'est l'intérêt à travers cette auscultation, je dirais même pour la cognition et de l'auteur, celle de Dante, qui le passionne, c'est-à-dire comment fonctionne l'anima dantesca, et d'autre part un intérêt pour la cognition du lecteur, avec ce défi particulièrement qui est propre donc à Contini, à Contini médiéviste, c'est-à-dire le pari de rendre lisible pour le lecteur contemporain des textes anciens. Donc il y a une double vigilance et double intérêt de Contini
à la fois pour donc l'âme de Dante et celle du lecteur. À cet égard, Saint Gilardi remarque, et c'est tout à fait pertinent, que finalement Dante, à travers Contini, a trouvé, il y a une sorte de gémellité idéale en quelque sorte entre Dante et Contini, en particulier à travers l'expérience d'Erime, et tout particulièrement à travers la lecture des Petrose, hein, puisque la fragmentation même du canzoniere dantesque renvoie Contini à ce qu'il appelle la periodicità de la lecture. Cette periodicità, cette périodicité de la lecture qui s'exprime stylistiquement par justement la fameuse écriture continienne qui est faite de moments d'intensité, de trous d'air, de fulgurance sur certains points du texte, sans compter d'ailleurs que dans son édition d'Eri, mais les chapeaux hein, qui donc introduisent chacun des textes, à certains égards, présentent la construction même qui est celle du sonnet, c'est-à-dire l'auscultation, extrêmement scrupuleuse du texte, et puis en une phrase lapidaire, le jugement esthétique, qui fonctionne parfois comme une chute, hein, exactement comme le dernier vers d'un sonnet. Donc il y a, Saint Gilardi montre bien comment c'est véritablement à l'épreuve de l'étude des rimes et des Petrose que Contini élabore une herméneutique qui pourra ensuite s'appliquer